Bonjour à tous, merci d'être venus en cette belle journée où il fait certainement plus beau dehors pour réfléchir avec nous pour cette première édition de l'Université de Libération à l'occasion des 50 ans de Libération. Merci à la Sorbonne de nous recevoir et, me dit-on, la direction de Libération m'a dit il faut que tu précises que ça va se renouveler tous les ans. Donc il y aura une université comme ça à la Sorbonne tous les ans où on va réfléchir. Cette année, c'est à la réconciliation de la gauche. Chaque thème de chaque débat que vous avez pu suivre ce matin et que vous pourrez suivre jusqu'à ce soir, chaque débat est sur cette question, la réconciliation de la gauche. Et nous, aujourd'hui, entre 14 et 15 heures, on est chargé d'essayer de voir si on peut réconcilier la gauche sur la laïcité. Alors s'il y a bien un thème sur lequel la gauche paraît fracturée, divisée, c'est bien la laïcité. C'est d'ailleurs Manuel Valls qui, peut-être en quittant les rivages de la gauche, avait fait ce constat que la gauche était irréconciliable sur ce sujet. On va essayer de voir si c'est vrai et si on peut y faire quelque chose. Je ne suis pas certain qu'à la fin de cette heure, nous ayons réglé le problème, mais en tout cas, nous avons 4 intervenants que je remercie d'être là avec nous. 2 maires de grandes villes françaises, Nicolas Maillard-Rossignol, que je salue, qui vient d'arriver juste à temps, merci beaucoup, maire de Rouen, et numéro 2 du Parti Socialiste. Alors, il y a plusieurs numéros 2, il y a combien de numéro 2 2, je crois. En tout cas, il est numéro 2 du Parti Socialiste, ne ricanons pas déjà. Éric Piolle, maire de Grenoble, Europe Écologie Les Verts. Merci d'être là. Rokhaya Diallo. Vous ne posez pas la question chez les Verts s'il y a plusieurs numéros 2. On est bien organisé, nous. Non, on n'aborde pas les partout et nous on se fait. On n'aborde pas les questions d'organisation chez les Verts. J'ai fait ça en tant que reporter quelques années. Je m'y suis perdu. Donc n'y allons pas. Rokhaya Diallo, journaliste, activiste, très impliqué sur tous ces sujets. Et puis Nicolas Offenstadt, maître de conférence à Paris 1, historien, qui va un peu nous donner le contexte historique de ce sujet de la laïcité. Et Nicolas, lui, est le seul, je crois, parmi nous, à avoir déjà officié depuis cette tribune. Quand même, on est à l'Amphi-Richelieu. Et Nicolas, je crois que tu as déjà donné des cours ici. Des cours d'agrég, oui. Voilà, donc dans ce prestigieux amphi. Et encore une fois, merci à l'organisation de la Sorbonne de nous recevoir. Et pour commencer, très simplement, sur la question de la laïcité, il faut savoir de quoi on parle. La laïcité, il faut la définir. C'est un but ou c'est un moyen, c'est peut-être les deux. En politique, souvent, le moyen est presque aussi important que le but. En tout cas, le moyen peut pervertir le but. Donc on va demander à chacun de nos intervenants de nous définir sa laïcité. Est-ce un but, est-ce un moyen? Quel but, quel moyen? La laïcité pour vous, Éric Piolle, maire de Grenoble, et qu'est-ce que c'est? Moi j'en suis resté à la loi de 1905, donc ça me va pas mal. Elle est assez courte, à lire puisque l'essentiel en termes de nombre de pages, c'est plutôt la question de la gestion des bâtiments de l'Église. Et pour le reste, elle dit que l'État est neutre, voilà, qu'il assure la liberté de culte, qu'il protège tout le monde, protège les croyants de pouvoir exercer leur culte et protège qu'on ne subisse pas de pression pour être forcé à exercer un culte. Voilà. Et il constitue un délit, c'est je crois l'article 31 de mémoire, si jamais il y a des pressions pour exercer le culte ou des pressions pour ne pas exercer le culte. Ça c'est clair et limpide comme un texte froid, mais vous devez... vous avez... Si je dois le rattacher à une deuxième phrase, je citerai l'introduction du discours d'Aimé Césaire, discours sur le colonialisme, oui, où il dit « Une civilisation qui joue avec ses principes est une civilisation en déliquescence. » Voilà, ce n'est pas tout à fait ça les termes, le nombre de mots doit être exact, je pense que l'adjectif peut-être pas, mais en tout cas c'est ça. Et pour moi, je vois effectivement, en tout cas pour la gauche, dans la foulée de Manuel Valls, mais pas que, il y a eu toute une partie
de la gauche, de la droite, des croyants qui sont maintenant très embêtés. Quand il y a eu des polémiques à Grenoble, ils disent bon nous en étant juifs, nous en étant cathos, nous machin, est-ce qu'on doit soutenir parce que c'est liberté de tous les cultes ou bien quand même liberté de tous les cultes sauf l'islam, donc on préfère se taire parce que en fait nos croyants à nous ils sont plutôt liberté de culte sauf pour l'islam. On en est là. Je crois que nous jouons avec les principes essentiels de la République pour des objectifs qui sont autres et qui, me semblent, relever d'une inégalité face à la loi. Voilà. Donc il y a un texte qui pour vous est assez clair et qui a été utilisé à d'autres fins par une... c'est pas le texte. Mais du coup, on en fait des interprétations. Je suis tombé sur des journalistes qui me disent la loi de 1905, c'est la discrétion, le culte, c'est pour votre chambre à coucher. Moi, chaque année depuis que je suis maire, quand la communauté juive célèbre Hanouka en décembre, chaque année j'ai des courriers qui me disent scandale, ils sont sur l'espace public. Je leur dis oui, en fait, ils sont sur l'espace public, ils ont le droit. La laïcité, ce n'est pas de faire disparaître une spiritualité. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est rattaché, pour moi, à l'ultralibéralisme, quelque chose de ça, au-delà des questions de racisme qui me semblent essentielles, mais qui sont bien présentes, effectivement. Il y a une deuxième chose qui est, tout ce qui relève de la spiritualité, ça reste dans votre chambre à coucher. Quand vous êtes dans l'espace public, vous n'êtes qu'un acteur économique. Et donc ça, c'est pour moi une violence. Je me suis engagé, quand je me suis engagé en 2010, mon but était de dire, en fait, je veux réintroduire de la spiritualité dans la politique. Moi, je ne suis pas croyant, je suis un compagnon de route de l'Église, je fréquente les églises catholiques depuis toujours, mais je ne suis pas croyant. Mais par contre, je crois que tous les êtres humains sont épris de spiritualité, que profondément nous sommes face à un mystère de la vie qui est à la fois merveilleux et qui peut être questionnant. On ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a autour. Cette incapacité à penser l'infini de temps et l'infini d'espace fait le mystère de la vie, et donc on ne peut pas juste se limiter à dire on est un tube digestif dont il faudrait maximiser le profit. Ça ne colle pas. Et pour moi, chasser les convictions de l'espace public, c'est ça. C'est juste occupez-vous de vos intérêts, votre profit, votre capacité à accumuler, et ce n'est pas le sens de la vie pour moi. Nicolas Maillard-Rossignol, même question. Quelle est votre définition de la laïcité et philosophiquement et aussi en vous appuyant sur votre expérience de maire de Rouen? Pour ne pas répéter ce que vient de dire Éric et pour essayer de contribuer au débat, d'abord, effectivement, il y a la définition juridique, c'est-à-dire la liberté, c'est ce qu'on dit quand on célèbre les mariages, quand on rappelle que la France est un pays, une république laïque, on rappelle pour les plus jeunes de ceux qui assistent au mariage que la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire dans une même nation, dans une même république. Je précise que ça amène ce que disait Éric, effectivement, sur la neutralité de l'État, qui n'est pas la neutralité du citoyen. C'est-à-dire que le citoyen a parfaitement le droit d'avoir des opinions religieuses, partisanes, si j'ose dire, spirituelles en tout cas, y compris dans l'espace public. Évidemment, ça peut poser question, on l'a bien vu, mais la définition juridique de la laïcité n'est pas l'abrogation de la spiritualité, au contraire. C'est l'absence, évidemment, de reconnaissance par la République d'aucun culte, le respect de toutes les croyances, etc. Ça, c'est la partie, je dirais, juridique. Je trouve intéressant dans le débat sur la laïcité, en préparant notre débat d'aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu les choses et puis confronté aussi à mon expérience de maire. Il y a une dimension que je trouve intéressante, c'est la dimension historique. Je ne suis pas du tout historien, mais on a la chance d'en avoir un. Historiquement, si j'en crois ce que j'ai pu lire, la laïcité, elle se construit notamment dans un combat contre une forme de radicalité de l'époque, qui est la radicalité catholique à l'époque, avec la séparation de l'Église et de l'État, etc. Et de façon assez violente, de ce que j'ai pu lire, en tout cas, ce n'était pas du tout simple. Et il y a une sorte de débat paradoxal aujourd'hui. Prenons garde aujourd'hui à ce que l'instrumentalisation de la laïcité n'amène pas aujourd'hui à récupérer cet outil pour en faire une arme contre telle ou telle religion. Même si, historiquement, il se trouve que la loi de 1905, elle se construit dans un contexte de défiance et de combat par rapport à, en l'occurrence, une radicalité catholique. Et puis, il y a une définition, je dirais, politique, ou vous avez dit philosophique, je vais dire politique. La laïcité, c'est un combat.
C'est un combat aujourd'hui. Parce que pour beaucoup de nos jeunes, pour beaucoup de la jeunesse que je vois moi dans les quartiers à Rouen, le mot ne veut rien dire, en tout cas n'est pas compréhensible, peut être assimilé à une forme d'humiliation ou d'assignation à une sorte de résidence sociale. Et je suis le premier à être laïque et à défendre la laïcité, mais j'essaie d'être lucide sur la façon dont c'est perçu par les uns et par les autres. Donc, bien sûr, il y a la définition juridique. C'est pas mal de savoir l'histoire, de la même façon que l'extrême droite est héritière de Pétain. C'est pas inutile de rappeler l'histoire, je me permets de le dire encore aujourd'hui. Et puis, il y a l'actualité et le futur, et quelles que soient nos acceptions qui peuvent effectivement être différentes à gauche, je rappelle que la gauche, notamment avec Jaurès, c'est quand même pas que la gauche, mais enfin, a quand même eu un rôle majeur et a toujours un rôle majeur dans la défense et la promotion de la laïcité. Aujourd'hui, il y a un combat qui est particulier dans ce siècle. Très bien. Rokhaya Diallo, quelle est votre définition de la laïcité? Alors vous, je ne vous demande pas quelle est votre expérience de maire, parce que vous n'êtes pas maire, une expérience de terrain, mais quelle est, en tant que journaliste et activiste sur ces questions, votre définition? Et réalisatrice. Je suis dans aucune organisation. Non, moi je vous qualifie d'activiste parce que je vous vois vous activer sur les plateaux de télévision comme journaliste. Oui. Très bien. Quelle est votre définition de la laïcité? Alors, c'est une définition qui s'en tient au texte. Donc, effectivement, la loi de 1905 a été citée, même si elle ne comporte pas le mot laïcité, elle convoque l'héritage de la Révolution, à savoir deux choses. L'État et les religions sont séparés, puisqu'effectivement, c'est important de le rappeler, il y avait cette menace de l'Église qui avait un pouvoir réel, dans un contexte où le catholicisme était une religion majoritaire. Je pense que c'est aussi important de le rappeler, dans un contexte aussi qui héritait d'une époque où l'Église avait vraiment vocation à concurrencer en fait organiser la vie, l'État, la vie sociale et la vie politique, en tout cas pour ce qui est de l'époque de la monarchie. Et puis surtout le fait que l'État ne reconnaisse aucune religion, et donc ce qui permet à chacun, chacune de vivre librement ses convictions et de les exprimer publiquement, donc en dehors effectivement de la sphère domestique, sans qu'il ne leur soit fait entrave dans cette énonciation de leur croyance, à partir du moment où ça ne contrevient pas à l'ordre public. Je pense que c'est aussi important de rappeler que ce sont des principes qui sont garantis par tous les textes qui fondent les droits humains, donc la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1789, mais également les différentes déclarations dont la France est signataire, donc la Déclaration universelle des droits humains, les déclarations qui protègent aussi les droits des enfants notamment, et puis que la Constitution de 1958 dit dans son premier article que la République respecte toutes les croyances, et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc, si je dois répondre à la question sur l'expérience que je peux avoir dans mes activités publiques de la laïcité, c'est la difficulté, en tout cas, qui est faite de dénoncer le respect en fait de la pratique ou des convictions de certaines personnes dont la religiosité est visible. Parce qu'on a de plus en plus tendance à penser la laïcité comme un principe d'interdiction, là où au contraire ça devrait être un principe d'égalité qui permet à chacun, chacune de vivre ses convictions selon leurs principes, à partir du moment, évidemment, ça ne perturbe pas l'ordre public. Donc j'ai le sentiment que le principe de neutralité qui ne doit concerner que l'État et ses agents tend à être perçu comme un principe qui devrait s'appliquer aux citoyens et aux citoyennes, y compris quand elles sont usagères du service public. Il faut rappeler quand même que la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école est une exception au principe de laïcité, puisqu'elle fait des usagers du service public de l'éducation, elle leur fait l'obligation en fait, de neutralité. Lorsque vous utilisez un service public, en théorie, vous n'avez pas à faire preuve de neutralité. Et depuis 2004, pour l'école, on doit être neutre. Donc c'est important de rappeler qu'il a fallu ajouter une loi pour pouvoir... Alors là, on a l'un des points d'achoppement de la gauche. D'ailleurs, peu à gauche remettent en cause, comme vous le faites là, la loi de 2004. Je dis je décris une situation. Vous décrivez une situation, mais c'est vrai. Mais on demande aux usagers de l'école d'être neutres. C'est vrai, si on considère la fracture à gauche... J'ai pas dit que c'était pas bien. Non, mais je le pense. Si on considère la fracture à gauche sur la laïcité, la loi de 2004, qui a été votée d'ailleurs par le Parti socialiste, pas par les communistes, mais qui maintenant s'y rallie, ne fait pas tellement partie de cette fracture. Je pense que, par exemple, Éric Piolle, est-ce que vous remettez en cause la loi de 2004 ? Non, parce que... 2004, je rappelle, c'est une loi qui interdit le port de signes religieux à l'école, au lycée et au collège. Voilà. Pas à l'université, bien sûr.
Certains le demandent, mais pas à gauche. Signe religieuse tentatoire, effectivement. Voilà. Donc c'est à Les signes l'appréciation des l'appréciation. responsables d'établissement. Voilà. Après, juste là-dessus, enfin pardon, vas-y Rokhaya, mais... Non, finissez Moi, Rokhaya après. Non, donc ce que je disais, c'est que, juste pour pour terminer, c'est qu'effectivement, depuis 2004, on a étendu le champ du débat sur la laïcité à d'autres espaces. Et il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il est de plus en plus mobilisé comme un outil en fait d'une vision assimilationniste et d'une vision assez restrictive de ce qui serait être un bon Français ou une bonne Française. On voit aujourd'hui que, par exemple, des sportifs ne peuvent plus, au nom de principe de laïcité, faire une rupture du jeûne lors d'un match de foot, là où nos voisins européens arrivent à composer avec ça. Tout à coup, on a la Fédération des arbitres qui envoie un mail en invoquant le principe de laïcité pour dire que ce n'est plus possible, alors qu'il n'y avait pas vraiment de discussion là-dessus. Ou plus récemment, une jeune femme dont le nom échappe, je suis désolée, une basketteuse, qui se voit interdire de monter sur le terrain pour faire le sport qu'elle a toujours fait. Parce qu'elle porte un foulard. Donc voilà, là, on est dans quelque chose qui va beaucoup plus loin que la loi de 1905. Le début de ce débat, vous avez posé la loi de 1905. Chacun a dit que pour lui, la laïcité, c'était la loi de 1905. Effectivement, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas rentré dans les détails que vous avez commencé à aborder. Historiquement, alors Nicolas Offenstadt, la laïcité, c'est 1905. À ce moment-là, c'est une situation très particulière, qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout ça et nous dire aussi, depuis 1905, il y a des moments où on ne parlait pas du tout de laïcité. Ce mot n'était même pas dans le débat public. Oui, tout à fait. Quand il est revenu en 89. Nicolas Maillé-Rossignol disait que c'est une affaire historique. Oui, en fait, une des ambiguïtés du terme, c'est que c'est à la fois un principe synchronique, donc historique, et diachronique, c'est-à-dire, on le voit bien, des débats très contemporains. Alors, effectivement, quand on parle de la loi de 1905, on peut tout à fait s'attacher à ces principes, notamment aux premiers articles qui les définissent, mais il faut rappeler qu'elle a été faite dans un autre monde, pas simplement en termes religieux. On est dans une époque, par exemple, où les femmes n'ont pas le droit de vote. On est dans une époque où la peine de mort existe et là même les exécutions ont lieu en public. Je prends ces exemples-là pour vous dire qu'on est dans un autre temps par rapport à nous. Donc quand on prend une loi qui a plus d'un siècle, il faut aussi imaginer qu'elle a une histoire et qu'elle est historique. Alors, on l'a rappelé du point de vue du poids de la religion. Du poids de la religion. Et puis surtout, on est dans une époque effectivement de combat. C'est-à-dire que non seulement c'est un combat avec toute une partie du catholicisme intransigeant, mais aussi avec la papauté. Donc il y a un enjeu même de souveraineté nationale vis-à-vis de la papauté. Donc vous voyez, le contexte à la fois en termes, je dirais, socio-culturels est très différent. C'est un autre monde que le nôtre. Il y a bien d'autres différences que celles que j'ai évoquées. Et en même temps, en termes de rapport entre l'État et les religions, on est aussi dans un autre monde, puisqu'il y a aussi des colonies avec des religions, évidemment, qui ne sont pas exactement les mêmes qu'en métropole, qui sont traitées différemment. Donc on est dans un monde historique très différent. Donc on a déjà ce débat-là, c'est-à-dire que dire la loi de 1905 et de s'y attacher, bien sûr, mais elle a été faite dans ce contexte-là avec des mentalités très différentes, avec des combats très différents, avec des enjeux, y compris pour la France en tant qu'État, très différents, des enjeux de souveraineté vis-à-vis de la position radicale de la papauté de l'époque. Et donc, je voudrais insister sur cet aspect, sur la dimension historique, c'est que depuis, évidemment, les choses ont changé. Et quand on dit la laïcité, c'est un principe intangible, c'est une essence, c'est pas vrai. Il y a un exemple qui est quand même très évident, c'est le cas de l'Alsace-Moselle. Puisque lorsque la France a réintégré ce qu'on appelait les provinces perdues, donc l'Alsace et la Moselle, on a gardé le statut. En 18. Voilà, après la fin de la Première Guerre mondiale, on a gardé le statut. Et donc, du coup, toujours aujourd'hui, il y a un statut spécifique, donc qui n'est pas régi par la loi de 1905, un statut qu'on dit concordataire en abusant un peu, mais peu importe, qui fait qu'effectivement les ministres du culte dans ces départements sont salariés par l'État, qu'il y a une faculté de théologie qui est publique à Strasbourg. Donc la laïcité a été capable de s'adapter à des contextes très différents. Alors je ne juge pas si c'est bien ou mal, ce n'est pas une position, mais c'est pour dire que quand on parle de laïcité et de loi de 1905, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte général qui est très différent du nôtre, et qu'on est dans un contexte aussi de rapport avec la religion, et notamment la religion dominante catholique, qui est très différent du nôtre, en rappelant encore une fois cet acteur majeur qui est la papauté, qui évidemment aujourd'hui n'a plus le rôle. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un... Ce que vous nous expliquez, Nicolas Offenstadt, Je vais arriver au... Non, oui, mais parce que vous nous expliquez que le contexte était différent et que la religion d'alors, qui était puissante et qui voulait faire de la politique, était la religion catholique, et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cet état-là? Absolument. C'est oui. Plus du tout les mêmes enjeux. Donc on peut imaginer quand même de donner à la laïcité une dimension un peu plus historique, l'historiciser, et donc accepter forcément de reposer les enjeux
y compris, d'ailleurs ça a été fait évidemment. Mais elle a des fondements philosophiques aussi, les Là où- Lumières par exemple. C'est pour ça qu'il y a les deux. Et c'est pour ça en même Pas temps. simplement une loi, c'est pas simplement un Bien cadre sûr. juridique, c'est aussi un combat philosophique. Oui, mais il faut. Bon, alors là, peut-être, c'est l'historien qui parle. Ça, je voudrais pas paraître théorique, mais ces grosses notions comme laïcité, identité, nation, ce sont des notions profondément historiques aussi. Hein, c'est-à-dire qu'elles ne prennent sens que dans un contexte, elles sont définies par des acteurs. Et ce qu'on dit aussi, c'est que ce sont des concepts de combat. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas figé. Hein, les Allemands étudient beaucoup ça, un Kampfbegriff, hein, le combat, le concept comme un élément de combat. C'est-à-dire que selon la définition, la nation, la nationalité, la laïcité, l'identité, la communauté aura des définitions. La laïcité est une notion de combat contre absolument. la religion alors. Alors, elle peut être, pas toujours, parce que d'ailleurs, il y avait des sentiments d'accommodement, parfois, y compris chez les républicains. Ils étaient évidemment dans une nation catholique, donc il ne s'agissait pas d'aller au combat pour tout. Donc, au contraire, il y avait beaucoup de pensées d'accommodement, en réalité. Donc simplement, il faut... Alors, c'est pour ça que moi, là où j'ai un problème, j'arrive au bout en essayant de vous avoir montré l'importance et la fragilité de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a à la fois la dimension diachronique avec nos débats contemporains et ce temps historique. C'est que du coup, il est quand même pour moi difficile de figer la laïcité dans une identité, dans une essence, en disant la laïcité, c'est ça. C'était ça en 1905, ça a évolué, c'était pas la même chose exactement en 1918-1920, ce n'est pas la même chose dans les années 80. C'est un peu la facilité que les élus, vous avez une tâche très difficile, je ne le nie pas, mais quand on vous demande généralement ce qu'est la laïcité, la loi de 1905, simplement, effectivement, dire la loi de 1905, vous venez de l'entendre avec notre historien, ne veut pas dire grand-chose, et je vous laisse finir, mais c'est pas ce qu'il a dit. c'est déjà pour... non, c'est pas ce qu'il a dit, mais enfin, après c'est dans la pratique, c'est aussi un combat contre quoi et pour défendre quoi. Donc finissez. Oui, c'est donc pour vous dire qu'il est difficile d'en faire un modèle totalement figé, hermétique, fermé, qui ne pourrait pas intégrer en quelque sorte des combats ou des enjeux contemporains. Et c'est là où l'historien évidemment vous dit que ça a été fait de multiples fois. Et donc, du coup, le renvoi à la loi de 1905, qui se défend aussi philosophiquement, mais il est fragile. Il est fragile parce que les lois sont historiques. Et donc, du coup, cette idée, si vous voulez, d'une essence et d'une identité fermée autour de la laïcité me pose un certain nombre de questions historiques aussi. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que la laïcité n'a pas été toujours un thème dominant des débats publics français dans les décennies. Bien sûr, il y a des moments d'ailleurs où c'était un enjeu totalement secondaire. Et ce thème est revenu à l'occasion d'une affaire à Creil autour du voile des jeunes filles dans une école en 1989 qui après a donné quelques années plus tard cette loi de 2004. Je me retourne vers nos deux maires de grandes villes françaises. Si on dit, comme vous l'avez tous à peu près dit, que la laïcité, en dehors du cadre juridique, est aussi un combat. Un combat, oui. Un combat. Et donc, on va prononcer le mot valeur, les lumières. Est-ce que c'est un combat pour et contre quoi, Éric Piolle, pour vous, au quotidien, dans votre mairie, dans votre ville? Aujourd'hui, c'est devenu, en tout cas pour moi, l'expression d'une France qui... pour des raisons variées, dit aux musulmans et à tous ceux qui sont assignés à la religion musulmane par leur couleur de peau ou leur nom, dire vous n'êtes pas de chez nous, calmez-vous. Voilà. C'est ça ma perception. Ça, c'est pas la laïcité récupérée par Marine Le Pen, la laïcité transformée en identitarisme. Pareil pour Manuel Valls. Enfin, pour moi, nous sommes. Alors restons à gauche. Bah oui, mais en fait, la question du débat est intéressante. Sommes-nous vraiment irréconciliables? La question est qui est le nous? Alors, est-ce que le nous, c'est les Français? Est-ce que le nous, c'est les résidents en France? Est-ce que le nous, c'est la gauche? Est-ce que le nous, c'est les féministes qui se revendiquent de l'universalisme pour dire non au voile? Est-ce que c'est les féministes qui disent ben oui à la liberté et à l'émancipation? Donc, rien que de poser la question de qui est ce nous irréconciliable, et déjà, c'est une phrase de Valls. Les gauches irréconciliables. Donc, se poser la question comme ça, c'est déjà pour moi un biais. Donc, parce que je peux partager. On va voir si vous partagez la même vision du combat laïque avec
Peut-être pour prolonger quand même là-dessus, pour moi, évidemment qu'on a tout intérêt à cultiver la curiosité et la connaissance, et donc on a tout intérêt à faire de l'éducation populaire. Voilà. L'État a laissé s'effondrer l'éducation populaire, et à la place de cela, en fait, il stigmatise pour des raisons variées, parfois politiciennes, parfois peut-être de conviction, on ne sait pas, mais en tout cas, il vient stigmatiser une population en particulier, puisque le retour du religieux, aujourd'hui, c'est les évangélistes, en masse, mais ils sont, en fait, on n'arrive pas à les reconnaître dans la rue. Hein. C'est un problème. Donc on n'arrive pas à les reconnaître physiquement, c'est ça qu'on est en train de dire. Quand je dis on, vous entendez bien que c'est pas de moi que je parle, hein, mais c'est les évangélistes, virgule, et... Voilà, et c'est l'islam. Et donc nous avons un problème aujourd'hui. Nous considérons que ce retour d'une spiritualité affirmée, d'une croyance affirmée est un problème. Donc évidemment, il faut cultiver la connaissance et la curiosité. Il faudrait faire appliquer la loi. L'oppression sur forcer le port du voile devant les écoles, ça existe. L'État, pour la loi de 1905, pourrait tout à fait mettre des policiers en civil qui soient devant les écoles et puis qui, quand ils entendent quelqu'un qui dit « mais pourquoi tu portes pas le voile alors que machin », ils disent « ça c'est article 31 de loi 1905 au tribunal ». Vous seriez pour ça, qu'il y ait des policiers devant les écoles? Vous préférez pas les écoles, peut-être pas les policiers en tenue, mais en tout cas j'aimerais qu'on fasse respecter la loi qui est dans les deux sens. Ne pas opprimer les gens et qu'ils puissent exercer leur culte, et donc ça veut dire qu'ils puissent s'habiller partout comme ils veulent, et ne pas protéger les gens qui subissent une pression, parce qu'il y a une pression sociale, investir sur la connaissance et la curiosité plutôt que l'émancipation plutôt que la discrimination, ne pas glisser, enfin nous pour les élus locaux que nous sommes, depuis quelques années maintenant nous finançons l'école maternelle privée. Donc déjà on finançait l'école élémentaire. C'est un peu compliqué, mais oui. Ouais, enfin c'est la loi, donc après tu peux dire que tu le fais pas, mais enfin la loi aujourd'hui, ça reste un débat. L'esprit de désobéissance suit des chemins parfois détournés. Mais il y a vraiment, on est en train de subventionner l'école privée confessionnelle généralement. Ça ne veut pas dire qu'on force les enfants à faire des prières tous les matins assis sur des cailloux, hein, mais c'est quand même ça. Donc moi je suis un peu gêné par cette instrumentalisation. Et puis je suis gêné aussi par les interdits vestimentaires, parce que dans l'histoire, en fait, ça ne fonctionne pas, les interdits vestimentaires. Les historiens. L'interdiction des interdits. Oui. Il y a eu 4 sources d'interdiction, hein, pour des raisons économiques, parce qu'en France, on ne fait pas de soie. Donc, on interdit la soie, les vêtements en soie, parce qu'on n'a pas envie de dégrader le déficit commercial. La question de l'ordre social. Là, il s'agit si vous êtes des nobles, vous n'avez pas droit à. Si vous n'êtes pas noble, vous n'avez pas droit à 5 rangées de perles. Et donc, petit à petit, les bourgeois vont faire 4 rangées de perles et demie avec des perles en verre pour avoir le droit de contourner. L'oppression des hommes sur les femmes, évidemment, et qui a duré jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisque je crois que c'est Najat Vallaud-Belkacem, ici présente, qui a fini par dire que la circulaire de 1801 était de fait obsolète, mais elle était restée dans les textes en vigueur. Les derniers procès, c'est les années 30. Et la question religieuse sur l'école, on voit bien qu'on est déjà arrivé à une limite. La loi, elle n'a même pas 20 ans, et que maintenant, on est en train de dire « Ah non, mettre une robe longue, attention, c'est un signe religieux ». Donc le caractère ostensible des signes. Vous n'y voyez pas d'acte de prosélytisme religieux. On pourrait penser que la laïcité est aussi un camp. On va donner la parole à Nicolas Maillard-Rossignol. Peut-être que là, on touche un des points sur lesquels on pourrait voir comment vous réconcilier. Oui, il y a déjà eu un point dans la première étape là, de notre débat. On y arrive. Même si les combats sont différents, on a tous dit, je l'ai dit, tout le monde l'a dit, que la laïcité reste un combat. Pas le même, parce que l'histoire et le contexte a changé, effectivement, c'est ce que Nicolas disait. C'est un combat pourquoi ? Alors, un combat pourquoi ? Mais je trouve l'articulation, l'expression de Rokhaya Diallo tout à l'heure très intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, le principe tel qu'on peut l'essentialiser, même si je comprends que ce soit difficile pour des raisons historiques, c'est une façon de défendre un principe d'égalité dans la République. Vous avez des ardents défenseurs de la laïcité. Vous savez, on a toujours un peu cette gêne à gauche quand on dit liberté, égalité, fraternité, puis souvent on a tendance à rajouter « et laïcité » pour dire que ça sous-entend que ça ne serait pas dans notre liberté, égalité, fraternité, alors que vous avez des ardents défenseurs de la laïcité qui vous expliquent que la laïcité, elle est contenue tout entière dans les principes d'égalité et de fraternité. Et je trouve que cet argument peut avoir effectivement du sens. Là où les combats ont changé, et pour répondre à votre question, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel en 2004, j'ai repris juste une phrase, c'est la laïcité comme
interdisant à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes. Et là, on a un premier sujet, et il ne faut pas le nier. Non. On voit sur le terrain, pas partout, et effectivement, parfois pour des motivations qui sont de l'ordre politico-religieux, notamment autour de, et dans notre contexte historique actuel, notamment autour d'une forme de radicalisation de l'islam, c'est vrai, une façon d'essayer de s'affranchir des règles de notre République pour aller au-dessus en s'appuyant sur de prétendues convictions ou règles religieuses. Et là, la laïcité doit être un garde-fou, un rempart. Mais, ça a été dit par Éric, et j'y souscris également, reconnaissons en même temps, si j'ose dire, que vous avez l'extrême droite, aujourd'hui, qui instrumentalise, j'allais dire dans l'autre sens, la laïcité pour stigmatiser telle ou telle catégorie de population en fonction de ses croyances, son appartenance religieuse. Donc, en réalité, le combat, il est pour la République. Et si on revient à l'essence, pour moi, qui est effectivement l'essence philosophique des Lumières, c'est-à-dire un combat pour l'émancipation. Et là, je reviens à mon point initial, c'est que personne n'enseigne suffisamment clairement et concrètement la laïcité. C'est bien qu'on fasse un débat pour les 50 ans de Libé. Mais très honnêtement, combien de gens lisent Libé et combien de gens nous écoutent aujourd'hui ? Ah, de plus en plus. Si vous allez tant mieux. Grâce à vous, probablement. Mais soyons humbles, je ne suis pas certain que dans les quartiers, si je puis me permettre cette formule un peu provocatrice, où les questions de laïcité semblent, en tout cas dans le débat médiatico-politique, les plus prégnantes, les plus fortes. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit toujours le cas, mais ça serait peut-être à relativiser, parce qu'on a d'autres sujets de laïcité dans d'autres quartiers. Mais est-ce que, fondamentalement, ces questions de laïcité sont bien comprises, bien intégrées ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous avez beaucoup de fonctionnaires, de préfets, de recteurs qui viennent dans les écoles expliquer ce qu'est la République et la laïcité ? Pas vraiment. Donc, moi, je peux l'expliquer au moment des mariages, mais vous m'accorderez que ça fait une population restreinte. Les professeurs d'histoire le font quand même. Les professeurs, c'est ce que j'allais dire. Il reste les hussards noirs de la République, il reste ceux dont c'est le métier et qui le font. Mais reconnaissons que, et je ne veux pas refaire le débat sur public-privé, mais reconnaissons que l'école publique, ce n'est pas la chose la plus essentielle depuis quelques années pour l'État et le gouvernement. Rokhaya Diallo, comment vous appréhendez ce petit débat entre cette nuance, déjà c'est bien, c'est une nuance sans être un affrontement, entre ces deux mères qui n'ont pas tout à fait le même point de vue, et est-ce que la laïcité est toujours portée comme une valeur positive qu'il faut défendre par ceux qui discutent de ça dans les quartiers, qui vont dans les écoles il faudrait que la laïcité soit perçue comme quelque chose de positif. Or, effectivement, il y a des personnes en France qui ont le sentiment que la laïcité n'est mobilisée que pour signifier des interdictions ou des bannissements de l'espace public, et c'est bien le problème. Et il y a des phénomènes qui sont perçus comme anti-laïques quand d'autres ne sont pas lus de la même manière. Je pense par exemple à ce qui s'est passé il y a 10 ans. On est en train de célébrer les 10 ans du mariage pour tous, de la possibilité pour tous les couples hétérosexuels ou homosexuels de se marier. Bon, les manifestations contre ce mariage n'ont pas du tout été perçues comme anti-laïques. Pourtant, beaucoup des manifestants se fondaient sur des convictions religieuses. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir à quelle population on oppose la laïcité et derrière cette opposition, quels soupçons en fait on développe. Parce que le soupçon, quand on dit à des personnes qu'elles ne sont pas capables d'une certaine manière de respecter le principe de laïcité, c'est de dire que leur conviction religieuse, que leur culture d'origine n'est pas nécessairement adaptée au contexte républicain. Et donc dans ça, je pense qu'il y a quelque chose de relativement paternaliste qui a vocation véritablement à laisser entendre qu'il y aurait un tout qui serait un tout indistinct qui serait la citoyenneté française légitime et d'autres citoyens qui devraient se fondre dans ce tout et se départir de leur particularité. Pour vous, la laïcité, puisqu'on parle de combat, n'est pas un combat contre la religion, une religion qui voudrait prendre l'ascendant, qui voudrait que ces lois soient supérieures. Hein. C'était le cas à l'époque. Combien de gens lisent Libé, combien de gens votent PS, c'est vrai. C'est pas les mêmes. Merci Coco. Oui, il y a les dessins de Coco, j'ai oublié de signaler ici. Qui s'affiche derrière ? Non, qui s'affiche. Non. Disons donc, que je reprends ma question parce que Coco nous a perturbés. Elle a détourné l'attention. Oui. Et d'ailleurs, je la reprends et j'ai oublié. Mais c'était. Est-ce que c'est un combat Oui, puisque c'est un combat, vous en faites souvent un combat contre les discriminations. Vous l'avez montré. Est-ce que vous seriez prêt à reconnaître que c'est aussi un combat
pour que le poids de la religion, qui est quand même un instrument contre l'émancipation, la laïcité vient des Lumières, peut-être qu'on pourra demander à Nicolas Hofstadt les origines philosophiques de la laïcité. Est-ce que ce combat contre la religion, contre une volonté de certains religieux de vouloir empiéter, non pas sur l'espace public, mais sur le débat public et freiner l'émancipation, est-ce que ce combat doit être mené aussi? Et est-ce que l'islam, en ce moment, plus que toute autre religion, peut-être pas plus qu'effectivement certains évangélistes protestants, mais l'islam ne doit pas aussi rentrer dans ce cadre-là. Alors, l'islam, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de musulmans, tellement de formes de pratiques que du coup, même les personnes qui se reconnaissent dans l'islam sont différentes. En fait, il y a des personnes qui peuvent avoir une pratique visible, d'autres non, d'autres respecter certains rites, d'autres non. On parlait de l'Alsace-Moselle, on peut aussi parler de Mayotte, qui est aussi un territoire français, un département français à 95% musulmans, où on reconnaît un certain nombre de chefs coutumiers traditionnels musulmans. Et on a pu voir, par exemple, qu'une personne comme Marine Le Pen nous explique qu'à Mayotte, le voile ne pose pas de problème. Donc, on voit aussi qu'il y a quand même une manipulation dans les interdictions qu'on veut formuler sur le plan national. Après, restons sur la gauche, parce que si à chaque fois on reparle de Marine Le Pen, on est d'accord tous ici pour dire qu'elle a dévoyé la laïcité. Mais c'est intéressant de voir que dans un département français, en fait, une personne qui est hostile à certaines pratiques en France hexagonale va leur retrouver des qualités ailleurs, alors que c'est un département qui est français et qui pourtant est régi par d'autres lois, en tout cas pour ce qui concerne la laïcité. Donc, la question de l'islam, c'est pas une religion qui est cadrée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation analogue à celle de l'Église où il y a une structure hiérarchique et des personnes référentes qui sont identifiables. C'est-à-dire que voilà, la France était la fille aînée de l'Église, il y avait une relation avec le Vatican, donc il y avait des structures religieuses qui étaient extrêmement identifiables, extrêmement visibles, et la coupure, elle a été faite à plusieurs reprises, soit pendant la République, soit hors République. On pense à Napoléon, par exemple, mais parce qu'il y avait des structures qui étaient visibles. Et puis, à une époque, encore une fois, où les catholiques étaient majoritaires dans la population. C'est important de rappeler que les musulmans sont non seulement minoritaires, mais en majorité appartiennent aux classes sociales les plus fragiles. Donc ça fait quand même une position sociale et aussi une capacité potentielle à imposer des choses dans l'espace public qui est quand même relativement réduite. Et je pense qu'on surestime aussi la réalité du pouvoir des musulmans. Donc je crois qu'évidemment, c'est important de rappeler que le principe de laïcité, c'est un principe de liberté. C'est-à-dire qu'il vaut évidemment pour permettre aux personnes d'exprimer leurs convictions, qu'elles soient religieuses ou non. C'est-à-dire que si des personnes sont contraintes de réprimer leurs convictions, elles doivent être protégées, mais si des personnes sont contraintes d'adhérer à des convictions qui ne sont pas les leurs, elles doivent être aussi protégées. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses et pas strictement le voir. C'est pas d'abord la lutte contre tous les obscurantismes. Mais là, déjà, parce que vous m'avez demandé si c'était la lutte contre la religion, donc c'est pas la lutte contre la religion. Vous m'avez dit que l'islam c'était pas quelque chose d'unifié et structuré. Bien sûr. Et dans l'islam, il y a une partie, comme dans toutes les religions, mais en tout cas dans l'islam, il y a certains obscurantistes contre lesquels faudrait-il lutter ou Est-ce qu'il faut lutter contre la manif pour tous aussi? Enfin, je veux dire, à un moment donné, l'obscurantisme, il y en a partout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je vous ramène au débat du jour, c'est la gauche doit-elle se réconcilier? Sur la manif pour tous, je pense que... Là, mais on n'a pas parlé de laïcité sur ce cas-là. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant. Il n'y a pas de problème à gauche. Tout le monde est mais personne n'a pensé à la laïcité. Si, d'ailleurs, si. Mais enfin, je ne l'ai pas beaucoup entendu, en tout cas. Oui. Peut-être que ça m'a échappé. Sur le poids de l'Église catholique, en tout cas, il était très contesté. Mais pas en opposition avec le principe de laïcité. C'est pour ça que je tiens vraiment à ramener ce sujet-là en disant que ça concerne toutes les religions. Et après, le combat contre les obscurantismes, il n'est pas strictement lié à la question de la laïcité. C'est-à-dire que l'obscurantisme... Non, bien sûr. Mais, il faut le combattre, mais pas simplement avec le principe de laïcité. La laïcité vient des Lumières et donc c'est un combat. Après, les Lumières, on peut aussi discuter du contexte dans lequel elles ont émergé. C'est-à-dire que d'un côté, on a des Lumières théoriques et puis en même temps, un développement du commerce triangulaire esclavagiste. Donc il y a des personnes qui finançaient leur réflexion en déplaçant de manière contrainte des populations. Au nom des Lumières, Clémenceau et Ferry avaient des positions radicalement... Non, mais je veux dire, c'est important aussi de parler de la théorie et de la pratique. C'est le moment de retourner voir Nicolas Hofstadt. C'est vous qui avez ouvert la boîte en nous disant la laïcité, c'est un combat. Oui, tout à fait, je le maintiens. Et d'ailleurs, il y a quand même deux manières de le concevoir, parce que d'ailleurs, on peut le penser plus largement. Bon, je ne veux pas revenir sur cette question du temps, parce que bien sûr il peut y avoir des valeurs qui soient très positives dans des temps dont on repousse certaines autres pratiques, mais peu importe.
Dans le fond, le débat, il peut quand même être assez simplifié. Si vous me pardonnerez si je suis un peu grossier, mais il y a quand même, dans le fond, c'est un débat qui est assez profond. Ça nous arrange si vous le simplifiez. C'est qu'en gros, est-ce qu'on construit une identité ouverte ou une identité fermée ? Et la laïcité fait partie de ce débat-là, mais d'autres éléments. C'est la question d'héritage, de patrimoine historique, d'identité nationale. Tous ces termes-là peuvent être très fermés. On veut dire sont français ceux qui ont, comme l'avait fait à l'époque de Sarkozy, avec tout un ensemble de critères de nationalité, d'adhésion, où on est en quelque sorte extrêmement contraignant vis-à-vis des Français, en disant « vous devez être ça pour être un bon Français, donc vous devez adhérer ». Et d'ailleurs, ceux qui parlent de laïcité emploient souvent le terme de patrimoine, d'héritage. Alors ça peut avoir un côté très positif, un patrimoine, heureusement qu'on a un patrimoine à la fois culturel, etc. Mais ça peut être aussi très contraignant, parce que ça veut dire qu'il faut que vous adhériez. Or, je pense qu'on n'adhère pas à des valeurs comme on adhère à un parti politique. C'est plus compliqué, c'est plus souple. On n'adhère pas à une histoire ou un rapport au religieux comme on adhère à un parti ou à une association. Donc en fait, le débat, dans le fond, c'est est-ce qu'on peut construire une identité ouverte ou une identité fermée ? Et ce que fait effectivement l'extrême droite, c'est de fermer au maximum l'identité, de fermer au maximum la laïcité qui est définie selon des principes qui sont évidemment pour mettre l'islam en difficulté systématiquement, ou est-ce qu'on se dit, et c'est là où la gauche, à mon avis, peut construire quelque chose de commun, il y a une identité ouverte qui est à partir des valeurs de la loi de 1905, qui sont effectivement aussi des valeurs intangibles, ou est-ce qu'on peut construire une identité ouverte ? C'est ça le débat. Et là, l'histoire aide évidemment, parce qu'on sait qu'on peut ouvrir, mais on peut fermer aussi. Et on voit combien aujourd'hui, et je suis fasciné, ce qu'on appelle aussi les nationaux républicains, c'est-à-dire une partie de la gauche qui se rallie dans le fond à l'extrême droite, ferme. On ferme tout. On ferme l'identité, on ferme le roman national, on ferme la nationalité, on ferme l'histoire. En gros, vous devez adhérer à l'histoire de France, même si votre histoire elle est beaucoup plus compliquée, qu'elle passe par d'autres cheminements. La laïcité, c'est la même chose, c'est-à-dire on peut essayer d'hériter. On peut parler de la laïcité comme d'un patrimoine intangible, mais on peut l'ouvrir ensuite, ce patrimoine, comme tout patrimoine. Donc c'est ça le débat, à mon avis. Et là, l'histoire, évidemment, est intéressante parce que justement, elle nous aide à articuler fermeture et ouverture, comme pour le nationalisme, comme pour l'identité dite nationale, comme pour le roman dit national. C'est un débat plus général. Alors, laïcité ouverte, c'est encore un mot qui peut recouvrir beaucoup de pratiques. Et là, je me retourne encore une fois vers nos élus locaux, nos maires. Une identité ouverte, aucun d'entre vous ne dira « Ah non, moi je suis plutôt pour une identité fermée ». Bien sûr, une laïcité fermée, oui. Pas ici, évidemment. Et pas trop à gauche. Enfin, non, mais disons, qu'est-ce qu'une laïcité ouverte pour vous, Éric Piolle ? Je ne sais pas si j'aime accoler un adjectif, d'ailleurs, la laïcité. Là, c'était des questions d'identité, ouverte ou fermée. Il y avait également, je m'étais beaucoup opposé à Manuel Valls pour revenir à lui, parce que je pense qu'il y a aussi des points d'entrée qui derrière s'étendent et qui se sont étendus à gauche, sur ce rapport au pays à travers des communautés ou pas. Le communautarisme. Voilà. La nation qui est d'ailleurs dite souvent une et indivisible, elle est indivisible mais elle n'est pas une dans notre Constitution. Et donc, il y a là un différent rapport. Moi, c'est déjà ça qui me gênait chez Sarkozy en 2006. Selon la tradition républicaine, il y a une identité nationale et l'identité individuelle, l'individualisme positif des Lumières. Et il n'y a rien c'est pas que entre ça, en les fait. deux. C'est que derrière, c'était déjà le cas pour Nicolas Sarkozy. Moi, c'est ça qui me heurtait le plus dans sa candidature en 2007. C'était que c'était une vision communautariste de la société où, en fait, une de vos caractéristiques va vous essentialiser et vous résumer. Mais là, c'est la droite. Restons à gauche. Oui, mais ça a été pareil derrière sur le discours à gauche, c'est de dire qu'en fait, on ne peut pas être appartenant à plein de communautés. Et donc, en fait, moi je dis, nous avons tous un lien unique à la nation, qui nous est propre, qui ne passe pas par un intermédiaire communautaire, et nous sommes ensuite adhérents à de multiples communautés, qu'elles soient spirituelles, sportives, culturelles, ethniques ou je ne sais pas quoi, historiques. Et donc, cette multi-appartenance, que en tout cas moi je ressens très fort, je me sens multi-appartenant, et n'enlève rien à ce lien direct et unique. Et là, il y a une espèce de résumé où, grosso modo, ou bien, comme là sur la dernière polémique avec le ministre de l'Intérieur qui demande à compter les enfants qui étaient absents à l'école le jour de l'Aïd, alors que c'est autorisé dans le code de l'éducation, mais bon, passons. Grosso modo, ou bien on a le choix, ou bien c'est le silence complice, ou bien c'est l'islamo-gauchisme. Ça revient à ça. Moi, si vous regardez mes interventions, comme c'est aujourd'hui... ou alors c'est l'accusation d'islamophobie aussi.
quand... Bon, en l'occurrence, là, il n'y a personne qui a... Charlie serait islamophobe. Il y a quand même... Ouais, il y a quand le même... résumé, pour l'instant, Non, mais si vous sortez des 3 dernières années... Moi, je sors islamophobie. Voilà, aujourd'hui, c'est pas trop ça qu'on entend, quand même. C'est un peu le problème de la gauche, c'est que il y a ces mots-là. Je voulais, moi, éviter ce... Moi, j'ai vraiment l'impression de vivre au quotidien la blague de Coluche. Il vaut mieux se fâcher avec les musulmans qu'avec les racistes. Ils sont moins nombreux. C'est vraiment ça, ma perception. Je suis à la tête de ce qui était la première municipalité écologiste. On a été choisi par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe. On a développé l'énergie d'électricité renouvelable. On couvre les moyens. Ben oui, mais il y a tout ça. Tout ça, on s'en fout. On change le règlement des piscines. C'est monter au ciel, ça concerne 5-10 personnes. En même temps, d'ailleurs, on a mis le même règlement pour les femmes et les hommes. Donc il y a des femmes qui viennent se baigner les seins nus, comme les hommes viennent se baigner les seins nus s'ils en ont envie. On peut se mettre des maillots couvrants, ok. Et en fait, on en fait des caisses. Et puis, on refait. Alors, et en fait, c'est vraiment, j'assume tout à fait, si je dois faire un choix, je préfère être effectivement dans la catégorie de ceux qui ne seront pas dans le silence complice. Mais pour moi, c'est devenu essentiel. Et de juste dire, en fait, notre égalité, elle est réelle, et donc vous n'êtes pas discriminé a priori parce que on vous assigne à une religion, et donc ça devient franchement. Et alors, juste avant de donner la parole à Nicolas Mayer-Rossignol, vous avez fait un petit peu l'actualité cette semaine, puisque vous avez une proposition qui est dans la sphère laïque sur les jours de vacances. Mais là encore, j'ai fait des propositions sur comment isoler les logements avec zéro reste à charge pour les gens, tout le monde s'en fout. Écoutez... Mais par contre, si je propose de dire, attention, aujourd'hui, la France, il y a des jours fériés pour l'abolition de l'esclavage, mais uniquement dans les départements d'outre-mer, camarades, nous en métropole, on ne mange pas de ce pain-là. Mais là, vous êtes un débat sur la laïcité, donc on va parler du logement une autre fois. Oui, mais en fait, je rappelle juste qu'on m'invite essentiellement, à chaque fois on me dit, mais bien sûr, on te réinvitera, mon cher Eric, c'était le cas lundi matin, mais en fait, la réalité, c'est qu'on m'invite essentiellement là-dessus, ça ne me pose pas de problème, j'adore l'histoire, et donc j'adore les questions de spiritualité. Merci Eric Piolle d'avoir accepté notre invitation, on va donner la parole à Nicolas Mayer-Rossignol. Nicolas Mayer-Rossignol. Ça dit quelque chose quand même. Oui. Ça dit quelque chose. Vous dites plein de choses. Oui, mais j'essaye de faire un petit à petit. J'ai compris qu'il fallait faire un peu de judo, quoi, pour raconter ça et éventuellement un petit peu d'autre chose. Donc, je rappelle juste votre proposition, puisque vous voulez que les jours fériés soient déchristianisés. Certains, oui. Noël, même la Toussaint, qui en fait, les gens ils savent pas ce que c'est la Toussaint, mais en fait, tout le monde utilise pour faire un jour pour les morts, qui est le 2 novembre. Welcome. Le lundi de Pâques et le lundi de l'Ascension, c'était des lendemains d'orgie. Oui. Parce qu'à l'époque où on faisait des confirmations, des baptêmes, on était des orgies. On était tellement fatigués le lendemain qu'on n'allait pas bosser. Peut-être que ces jours-là, qui ne sont pas des jours religieux, on pourra en faire pour les droits des LGBT, pour l'abolition de l'esclavage. Et moi, je suis vraiment scandalisé que la loi de 2018 transpartisane, qui avait été proposée par les LR et les REM à l'initiative d'un député LFI, il y avait tout le monde, il y avait même des socialistes, du MoDem et tout, pour qu'il y ait un jour férié pour l'abolition de l'esclavage, c'est non. C'est uniquement pour les départements d'outre-mer. Nous, en métropole, je vous rappelle qu'on ne mange pas de ce pain-là. Ça me gêne. Nicolas Mayer-Rossignol. Oui, en essayant là encore de compléter et puis de développer le débat, je pense qu'on se réconcilie, s'il fallait se réconcilier, sur cette idée qu'il y a toujours un combat actuel sur la laïcité. On ne met pas la laïcité aux orties, et ce n'est pas une donnée de notre République qui serait admise, intangible, tout va bien, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas les mêmes problèmes qu'à l'époque, mais il y a un combat actuel. On s'est rejoint aussi sur cette notion que la laïcité est fondamentalement une liberté et un principe d'égalité. Et ça, c'est très important. Et je reprends ma proposition sur... Et que le problème, c'est que ce n'est pas perçu comme tel. Exact, c'est ce que j'allais dire. Et alors qu'effectivement, en général, en pratique, là, c'est l'élu local qui parle, ça peut être vécu par différentes catégories de population. D'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas forcément les quartiers auxquels on pense, pas uniquement en tout cas, comme une forme d'obstacle, de camisole, de contrainte, voire d'humiliation sociale, d'assignation à résidence sociale ou sociologique. Il y a un point peut-être où on ne se réconcilie pas tout à fait, et on l'a vu dans les expressions, c'est sur la dimension d'émancipation. Parce que moi, je prétends, là encore en essayant un peu d'essentialiser le terme, que si on doit donner une permanence à la notion de laïcité, c'est dans cette volonté de l'époque qui reste aujourd'hui, d'en faire un vecteur d'émancipation, c'est-à-dire d'échapper au joug. Au joug de quoi? De qui? D'abord des religions,
Et plus largement, désobscurantisme, c'est le mot que vous avez employé. C'est plus compliqué quand la religion question est celle d'une minorité qui n'est pas, comme le disait toujours compliqué. Je vais vous socialement avantagée. Je voudrais vous répondre de façon et qui est très souvent claire, discriminée. et en reprenant ce qui a été dit, en rebondissant aussi sur la question du mariage pour tous, par exemple. C'est toujours compliqué quand on excipe de principes, ou de convictions plutôt, religieuses, pour en faire une argumentation, ou pire, un projet politique. Voilà. Quand on franchit ce pas-là, par exemple sur le mariage pour tous, au nom de religion, je vais avoir telle ou telle position, voire tel ou tel prosélytisme religieux. Idem sur l'islam radical, je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est un sujet aussi, et il existe, et on ne va pas le nier, et peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord à gauche là-dessus. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas, personne ne l'a fait aujourd'hui, mais je pense que les maires savent bien que c'est aussi un sujet qu'il ne faut pas surestimer non plus, mais qui pose la même question dans son essence. C'est-à-dire, à chaque fois que la laïcité est débordée par une conviction spirituelle, quelle qu'elle soit, qui devient un principe ou pire, une affirmation, voire un prosélytisme religieux au sens plutôt politique, c'est-à-dire qui se déclinerait in fine en contrainte. Vous êtes obligé de porter tel ou tel vêtement ou tel signe. Vous êtes interdit pour les femmes ou les filles, dans certains pays ça existe quand même, d'aller à l'école, etc., etc. Au nom de supposées convictions, je dis bien de supposées convictions. Et c'est là où il me semble que la laïcité est clé dans notre République. Parce que certes, c'est un principe de liberté et d'égalité, mais reconnaissons que dans notre siècle, c'est aussi un principe assiégé, en tout cas dans la nation française, parce qu'elle n'est pas isolée du monde. Voilà, il est 15h, c'est la fin de ce débat. Ce qui est intéressant, je reprends vos derniers mots, c'est une notion assiégée. Et comme elle est assiégée de toutes parts, chacun essaie de la défendre sur un flanc différent. Et peut-être que ça peut donner l'illusion d'une gauche complètement éclatée, parce que vous ne défendez pas tout à fait, là j'essaie de positiver, le but c'est de... Voilà. Mais en tout cas, on a démontré aujourd'hui qu'on pouvait se parler de laïcité sans s'écharper, voilà, en réfléchissant à ces concepts dans leur complexité. Je vous remercie. Place à d'autres débats. Alors, j'ai pas noté quel était le prochain débat qu'il faut que j'annonce. Je demande aux organisateurs si, en tout cas, des débats passionnants, dont un sur la NUP, ou la NUPES, je ne sais pas comment vous voulez dire, qui réunira 4 des principaux dirigeants des 4 partis qui composent la NUP et la NUPES, et on va voir si là, il y a matière à se réconcilier. Merci à tous, et n'oubliez pas de lire Libé, de vous abonner et de faire... Et quand vous cliquez sur des articles qui vous intéressent, regardez bien, c'est pas cher de s'abonner pour toute l'année, et ça fait vivre des journalistes, ça fait vivre non pas des débats, mais avant tout du journalisme, c'est-à-dire des enquêtes et des reportages, c'est ça le cœur du métier, des enquêtes et des reportages, et on en a besoin. Merci à tous. Pardon.